Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire qu'on a intitulé Comment l'innovation simplifie l'évolution accélérée des usages RH. Pour m'accompagner cet après-midi, j'ai deux intervenants qui sont Sylvain Cartier et Jérôme Ricard. Bonjour Sylvain. Bonjour. Je Bonjour Christophe. Je vais te laisser te présenter. Alors, moi, je suis en fait le responsable avant-vente des équipes HCM chez Cegid. Et donc, c'est mes équipes qui participent en fait aux réponses à appel d'offres sur l'ensemble des solutions de Cegid Human Capital Management. Ça marche. Bonjour Jérôme. Bonjour Christophe. Je te laisse te présenter également. Oui, je suis Product Marketing Manager. En français, dans le texte, c'est responsable marketing produit, et donc avec deux missions sur les solutions HCM de paye et de talent. C'est d'accompagner nos clients dans la connaissance de nos solutions ou de la réglementation sociale. Et puis, c'est d'accompagner l'ensemble de l'écosystème Cegid sur la compréhension de nos solutions et leurs évolutions. Ça marche. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Jérôme, je vais te laisser commenter ce premier slide sur l'évolution des usages RH en 3 phases. Oui, alors une évolution qui a la forme un peu de voiture-balai, parce que les évolutions d'il y a une quinzaine d'années demandent toujours et nécessitent toujours de l'innovation aujourd'hui, mais on peut dire qu'il y a eu 3 grandes phases en termes d'usage. La première phase, il y a 15 ans, c'était d'accélérer la conformité de la réglementation, conformité des process de suppression papier avec des workflows de congés, conformité par rapport au contrôle globalement sur les applications. On avait des applications qui étaient majoritairement on-premise, c'est-à-dire l'application installée chez les clients, et ça, quels que soient les éditeurs. Et puis, si on peut situer au début des années 2010, une deuxième vague qui a vu accélérer des acteurs qui sont nés dans le cloud, avec des applications qui commencent à être soit native cloud, soit avec des services Internet pour booster la productivité et permettre la délocalisation beaucoup plus facile des applications sur des sites décentralisés, l'installation plus facile des applications, quelle que soit la localisation des collaborateurs de paye et de RH dans l'entreprise, avec majoritairement des fonctions paye RH qui étaient réservées aux équipes back-office et pas encore forcément trop sur les collaborateurs. On est bien toujours dans cette génération de fonctionnalités ouvertes pour les collaborateurs que peuvent être les congés payés, les notes de frais, les entretiens individuels. On est sur des fonctions bien ciblées pour s'ouvrir, mais en tout cas, les équipes RH commencent à recueillir de la donnée à travers des échanges avec l'ensemble des managers et des collaborateurs. Et puis, le digital qui s'est accéléré un petit peu avant la période que nous venons de vivre, qui après a enchaîné les accélérations, mais qui a commencé à s'accélérer 2017-2018. On parle beaucoup d'engagement collaborateur déjà. On commence à parler du XUI sur les applications de manière plus forte. On a dépassé le stade où c'était l'entreprise qui imposait la vision des applications, puisque début des années 2000, les gens n'avaient pas de smartphone pour dicter la loi. On est en 2017-2018 avec des collaborateurs qui arrivent avec leur propre matériel sur le lieu de travail et qui dictent le rythme du besoin d'innovation des RH. Et à partir de ce moment-là, on voit naître beaucoup d'applications qui sont des composants métiers. On a, dans la partie productivité, on a commencé à basculer tout le monde dans le cloud. Et aujourd'hui que tout le monde est dans le cloud, eh bien, il est beaucoup plus facile d'innover, puisque quand on sort une innovation, on a à la produire et à la distribuer une seule fois, et tout le monde
à ce nouvel usage immédiat. Donc, avec cette tendance, on était début des années 2000 sur une conception profondément axée sur la fonctionnalité, et tous les éditeurs cherchaient à approfondir, qui plus les uns que les autres, une fonctionnalité pour offrir plus de services dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on a une conception qui est profondément personnalisée et centrée sur l'expérience utilisateur, et c'est elle qui rythme le tempo et la sortie des services. Alors, dans cet axe de modernisation, on a découpé chez Cegid ça en 3 parties sur ces volets RH1, RH2 et RH3, parce que comme je disais au début, on ne peut pas abandonner le RH1 aujourd'hui. Il y a toujours nécessité à améliorer la productivité. Il y a toujours nécessité à optimiser les process d'entreprise. Ce sur quoi on travaille maintenant, c'est parce que, en fait, ce qui a changé beaucoup, c'est aujourd'hui, on a besoin de pratiques agiles parce qu'on a besoin de vitesse et de réactivité. Les réponses vers les collaborateurs doivent être immédiates. Les contrôles de paye sont rythmés par des déclarations qui imposent un tempo avec la DSN avant le 5 ou le 15 du mois. Donc, on a besoin d'accélérer et de sécuriser la gestion du réglementaire et tous les processus dans l'ensemble. On a besoin de simplifier l'administration et gagner de la flexibilité. Il n'y a plus aucun processus, et surtout avec le confinement, plus aucun processus papier, plus aucun processus manuel. On dématérialise tous les processus et on offre une expérience à l'ensemble de l'entreprise. Et puis le troisième point, c'est celui qui porte le RH 3.0, c'est d'accroître l'engagement de tous les collaborateurs dans la réussite de l'entreprise, et tout le monde est impliqué dans cette expérience, parce que la transparence des systèmes d'information et des RH pour préserver la confiance est indispensable, et on essaye le plus possible d'aider dans nos innovations à réduire le risque de réputation sur l'entreprise. Et puis, c'est aussi pour les décideurs, des RH et autres personnes de l'écosystème managérial, la capacité à prendre des décisions basées sur de la donnée, alimentées par l'intelligence artificielle, et plus forcément s'appuyer sur les tableaux Excel que l'on pouvait avoir par le passé. Donc, comment on axe cette expérience dans l'innovation que nous avons? Alors, la première brique qui a aidé cette transformation, c'est que les rythmes dans les entreprises ont changé. On était dans RH 1.0 avec des formations de nos clients et majoritairement sur le marché, des formations qui étaient sur des rythmes présentiels à la journée, qui se suivaient sur 1 ou 2 journées, et puis le rythme de 3, 4 formations pour former un collaborateur. Le temps a changé, les gens ont l'habitude de suivre des formations en e-learning et n'ont plus de temps à consacrer à des déplacements, une formation à la journée. Donc, on ne peut pas arrêter complètement et mettre que du e-learning, parce qu'il y a aussi des gens qui ont des difficultés à auto-apprendre. Et donc, on a changé notre modèle pour piloter les usages de nos clients. Depuis pratiquement une dizaine d'années, on fait des formations web du format d'1 heure ou 2 heures. On a, depuis 2015, permis à nos clients d'avoir les premiers contenus digitaux. Et là, on est dans l'accélération la plus complète, puisque sur certains produits, on est bien sur ces formations multimodales sur l'intégralité d'un parcours, avec un vrai cursus, avec des certifications, qui mixent un contenu digital dans une plateforme, avec des ressources et des tutoriaux. Les clients peuvent s'inscrire de manière automatique aux formations web comme ils le souhaitent. Et puis, éventuellement, on reste encore, ça devrait peut-être disparaître sur les 3-4 prochaines années, mais on reste encore sur la possibilité d'avoir ce format présentiel qui devient de plus en plus obsolète. En tout cas, ça garantit
parce qu'on est capable de suivre, et nos clients en termes de DRH sont capables de suivre l'apprentissage des collaborateurs, de savoir qui a suivi l'intégralité du parcours, quel est l'élève qui a des difficultés dans l'apprentissage, et de ne pas laisser, comme ça pouvait être le cas avant, des gens sur le bord du chemin. Et puis, c'est une consommation dans les usages d'aujourd'hui, 7 jours sur 7, 24 sur 24, avec la possibilité de prendre ça dans les transports pour passer le temps, mais aussi de le prendre sur son temps de travail dans des formats d'usage. Ce qui permet ça, c'est aussi le fait que les applicatifs sont aujourd'hui plus simples à prendre en main. Oui, parce que c'est vrai que sur des formations où on avait autrefois une grande partie de l'usage des équipes back-office qui était sur du paramétrage et non pas sur de l'utilisation, c'est vrai que d'expliquer des fonctionnalités complexes de paramétrage avec des formats e-learning n'était pas forcément facile à concevoir. Et qu'aujourd'hui, la transformation des usages et l'innovation que nous poussons sur nos solutions, c'est aussi d'être identique à l'usage qu'on peut avoir d'une application sur un smartphone. Je télécharge l'application, elle est directement disponible et le paramétrage est réduit à sa plus simple expression. Du coup, l'apprentissage de l'expérience d'utilisation, je veux faire une campagne d'entretien, je veux faire une campagne de formation, je veux pouvoir saisir mes variables de paye et calculer une paye et faire mes déclarations. Effectivement, comme la partie paramétrage n'existe plus est prise en charge soit de manière automatique, soit par des services proposés par l'éditeur. Pour le client final, c'est l'apprentissage de l'expérience d'usage. Et effectivement, elle est possible, elle, complètement en digital learning. Alors, l'autre sujet sur lequel l'innovation est indispensable et ce qui a changé aussi beaucoup ces 10 dernières années, c'est que pour ceux qui l'ont vécu dans les implantations de systèmes d'information, la communication et l'architecture, l'urbanisation des systèmes d'information nécessitait souvent une part de projet qui variait entre 10 et 40% suivant la complexité du système d'information. Et parce qu'on avait à faire communiquer des systèmes entre eux et que chaque éditeur avait sa propre norme de communication. Il fallait faire des fichiers d'échange, il fallait faire des tests et des recettes, rentrer dans un vrai mode projet pour chaque système d'information. Et là où l'innovation est importante et l'écoute des entreprises pour l'éditeur est aussi primordiale, c'est cette volonté de pouvoir avoir des solutions interconnectées. Le principe de l'API qui permet avec des web services de faire parler un système avec un autre, d'être sur des catalogues standards, avec des normes du marché ou des normes en tout cas d'éditeur à éditeur qui se parlent avec les systèmes de gestion de temps pour nos systèmes à nous, avec les systèmes de compta, avec les systèmes de solutions de talent quand les clients ne choisissent pas notre solution de paye ou avec des solutions de paye quand nos clients ne choisissent pas nos solutions de paye et qu'ils ont acquis une solution de talent. Eh bien, ces catalogues d'API standards permettent une consommation pour les entreprises et une capacité à ouvrir, un peu comme on branche une prise et on enlève une prise, eh bien, l'ensemble des systèmes d'information simplement, rapidement, et en tout cas en évacuant cette partie mode projet qu'on avait dans l'implémentation d'un nouveau système d'information. Donc, ça permet des solutions ouvertes et connectées plus faciles. Quand tu écoutes, Jérôme, on se dit tout de suite que si c'est plus facile de former, si c'est plus facile de faire des interfaces, ça veut dire que c'est aussi moins coûteux aujourd'hui un projet. Complètement, on a réduit les temps de déploiement de près de 70 à 75% sur la partie paye. Et sur on sait que la demande du marché aujourd'hui, c'est les solutions plug and play. Donc, sur certaines parties de notre cible, les ETI, et avec une volonté forte de pouvoir s'appuyer sur
une expérience déjà existante. On fait de plus en plus des solutions plug and play. Ça veut dire quoi, plug and play? Ça veut dire qu'on a pris l'expérience des best practices on a plusieurs centaines de clients sur la partie paye et on a plusieurs centaines de clients sur la partie talent. On a pris les meilleurs usages de toutes ces entreprises. On en a fait des produits pré-paramétrés. Et donc, la délivrance en plug and play, c'est on propose à nos clients de vivre cette expérience-là et d'être dans un modèle où on est uniquement sur de la formation et plus sur du projet, ce qui fait qu'il n'y a plus de conduite de changement, puisqu'on réduit ce mode projet à sa plus simple expression. On charge juste les applications avec les données de nos clients. Et on peut, comme ça, démarrer, on a accéléré ce modèle pendant le confinement, donc on peut démarrer une campagne d'entretien en moins d'un mois et demi avec notre ATS. On peut démarrer une campagne de formation en moins d'un mois et demi avec notre LMS. Le mois et demi, c'est le temps entre le moment où le client signe et le moment où le client passe en production, alors on pouvait aller parfois sur 6 à 8 mois de projet préalablement. Ça marche. Alors ça, c'est un sujet sur lequel on n'a pas forcément vu beaucoup de transformations ces dernières années. On a juste vu le sujet qui a été reporté de l'entreprise à l'éditeur ou au cabinet d'externalisation de paye. Mais on va voir cette transformation et beaucoup d'innovations sur les 5-6 prochaines années. On a une réglementation du travail qui s'est accélérée. À travers ça, il y a quand même une normalisation forte avec la DSN, puisqu'on a maintenant un dossier collaborateur qui est pratiquement le même dans toutes les entreprises. Il est au moins DSN compliant, avec des champs normés, des tables normées sur les conventions collectives, les postes, les emplois, les classifs, etc. La réglementation, elle a beaucoup évolué et les entreprises ont externalisé en grande partie la veille sociale et fiscale de ce sujet-là et ont confié aux éditeurs et aux cabinets d'externalisation la maintenance et la veille de ces législations et de ces conventions collectives et donc l'adaptation du système d'information à ces conventions collectives parce que la charge et le rythme imposé par le législateur et par les organismes de protection sociale était beaucoup trop fort pour que les entreprises puissent à la fois suivre ce rythme et faire le métier qui était leur, c'est-à-dire produire une paye juste en temps et en heure. Ce qui va changer, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, les éditeurs ont pris cette charge et l'ont beaucoup accompagné d'humains. L'intelligence artificielle et l'apprentissage qu'on peut avoir aujourd'hui dans les applications permet de faire en sorte que ces évolutions viennent se mettre en semi-automatique aujourd'hui dans les systèmes d'information. Quand il y a le plafond qui arrive et qui est mis à jour par la sécurité sociale, eh bien qu'il soit mis à jour de manière automatique sans que ça passe par une personne qui vérifie que c'est le bon plafond, une personne qui le met à jour dans les systèmes d'information. Mais demain, ce sont des règles complètes qui, grâce à des flux entre des acteurs qui sont spécialisés dans le légal et les éditeurs, arriveront dans les applications parce que l'enjeu sur les 3-4 prochaines années, c'est la rapidité d'application de la réglementation. Les pouvoirs publics aujourd'hui ne laissent plus 3, 5, 6 mois pour mettre en place des nouvelles réglementations. Parfois, elles demandent une application presque immédiate. On l'a vu pendant le confinement, tout au début, avec l'activité partielle, il fallait être en réactivité permanente. Et bien, si on met des automates dans tout ça, ça fluidifiera et c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui. L'expérience utilisateur, elle a été demandée par les équipes RH parce que le rythme, la vitesse de réactivité demandée par les collaborateurs aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 10 ans. Quand il y a 10 ans, ils avaient un problème, ils prenaient leur téléphone ou ils postaient un mail et ils attendaient une réponse. Ils étaient capables d'attendre une réponse une semaine, 15 jours. Aujourd'hui, on vit dans un monde ultra connecté
et on est habitué au call center qui sont devenus la norme avec les opérateurs téléphoniques. On attend des réponses ultra rapides. Et donc, quand ces questions arrivent d'un collaborateur qui est en charge de ma mobilité, j'aurai besoin d'une réponse, où je dois déclarer mon nouveau RIB, toutes ces questions qu'il se posent sur les congés, les formulaires à faire suivre, on était dans un monde où il y avait des intranets et il faut que le collaborateur il aille chercher ou qu'il demande à Pierre-Paul Jacques l'information pour savoir où chercher. C'est plus possible ça. Donc, l'usage a changé et donc les applications doivent répondre à ce besoin pour que les RH, d'une part, aient une image de marque qui soit la meilleure possible, que le collaborateur soit satisfait, que chaque personne puisse tracer à n'importe quel moment où en est sa demande. J'ai posé une question sur le bureau de qui elle est et qui va me répondre et depuis combien de temps j'ai mis ma demande. Et puis pour un DRH, s'il doit adapter ses équipes, c'est d'avoir cette visibilité globale de combien il y a de demandes, comment je dois adapter mon service par rapport à ce besoin-là. Et donc, la réponse dans la transformation, elle s'est fait progressivement. Et si on regarde le slide suivant, on a vraiment eu 3 étapes qui correspondent à ces 3 étapes de transformation avec début des années 2000. Bug technique, là, j'arrive pas à passer. Je vais le rouvrir. Hop. Les aléas du direct, et ce n'est pas grave, ça va reprendre tout de suite. Voilà. Voilà. Donc, je dirais 2010, il y a une vraie volonté des entreprises de commencer à stocker le papier de numériser en tout cas un certain nombre de documents, phase qui s'est accélérée avec l'arrivée de la réglementation sur la protection des données personnelles, parce que tous les droits des personnes, c'est plus compliqué de les gérer quand on est des armoires complètes de papier que quand on a un système où le dossier collaborateur est classé numériquement. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite vient une deuxième étape qui a été la productivité, début des années 2010, avec on commence à avoir de la distribution de documents RH, en particulier les bulletins de paye, et on appose vers les années 2015, on commence à appliquer des signatures électroniques, donc de réduire cette circulation de papier et d'échanges via les emails, de pouvoir apposer ça. C'est ça clairement. Le premier confinement a complètement transformé le modèle, parce que le fait que les gens puissent plus circuler et le fait qu'on doive échanger des données avec des collaborateurs qui n'avaient pas forcément d'imprimante chez eux a grandement poussé les DRH à se doter de solutions de signature électronique pour que justement le contrat de travail et tous les avenants puissent être validés rapidement entre l'entreprise et le collaborateur. Et puis, aujourd'hui, c'est la réponse aux besoins qu'on voyait dans le slide précédent sur il y a un accroissement considérable des demandes RH, peut-être plus par cette besoin de réactivité où les gens ne cherchent plus ou ne font plus appel à des amis pour avoir les réponses. Ils ont besoin d'avoir la réponse dans une base de connaissances qui les guide et qui pilote cet échange. Alors, ça peut passer par des chatbots, ça peut être un système de connaissances en ligne. En tout cas, c'est centralisé dans un seul point l'ensemble de l'information qui est capable de mettre à disposition la DRH. Et donc, c'est aussi piloter chacune des demandes. Je suis un collaborateur, je veux poser un congé paternité, mais je ne connais pas le formulaire et je ne sais pas à qui l'envoyer. Eh bien, je dis comment se passe le congé paternité en langage naturel. J'ai ma réponse en langage naturel, j'ai la pièce jointe que je dois imprimer, remplir et compléter, ou que je peux compléter directement à l'écran. Et puis après, je rappuie sur un bouton, ça soumet cette demande. Et après, je la suis et je sais à qui elle est transmise. C'est la même chose pour, je viens d'arriver dans l'entreprise, j'ai besoin de connaître comment on remplit un dossier de prévoyance. On m'a dit qu'il fallait que je remplisse ça. Ben, je pose la question, comment remplir. Et là, pareil, j'ai toute cette base d'informations
qui arrivent sur une gestion de demande RH. Côté RH, la valeur ajoutée, c'est d'être capable d'avoir la photo exacte de la quantité de demandes et puis d'éventuellement donner des coups d'accélérateur quand on voit que le nombre de demandes augmente trop et qu'elles ne sont pas traitées correctement par le manager ou par les équipes RH. Donc, un vrai changement dans le fonctionnement des équipes où on supprime le téléphone. On ne peut pas étendre à l'infini le nombre de personnes dans les bureaux des équipes de paie et de gestion de ressources humaines. Donc, on transforme peu à peu des tâches assez répétitives en tâches avec de l'intelligence artificielle associée. Donc, on fiabilise aussi la donnée, d'une part, et puis on permet au RH, effectivement, d'avoir un gain de temps et d'être capable de consommer la data qui a été collectée, contrairement à ce qui a été fait avant, où la data a été stockée et quasiment inexploitable pour la fonction RH. Complètement. Et puis, je suis centré sur le collaborateur. Donc, j'ai une photo de l'ensemble de ce que demande un collaborateur et de ce qu'on lui a restitué. J'ai un point unique de l'information, donc je ne me retrouve pas avec des formulaires que chacun se serait passé et qui sont parfois obsolètes. Et donc, je suis capable aussi de pouvoir supprimer des données en allant sur un seul point et en éliminant des collaborateurs qui sont partis et qui ne répondent plus à cette obligation au-delà de 5 ans ou 10 ans en fonction des règles du RGPD. Qui mieux que nos clients peuvent parler de cette transformation? J'ai cité un de nos clients qui est Transavia, donc filiale du groupe Air France, qui juste avant le confinement, avait décidé en 2017-2018 et imposé par la direction de transformer les usages vers les collaborateurs dans la même expérience que celle qu'ils offraient à leurs clients. Et donc, tous les systèmes d'information qui adressaient les collaborateurs devaient répondre à cette règle qu'a imposé le groupe. Donc, si un client a une expérience d'achat qui est complètement mobile, avec l'achat d'un billet, avec des écrans assez simples, qui n'enchaînent pas N écrans pour avoir une réponse, mais un écran unique sur lequel on pose une question, sur lequel on a une réponse, eh bien, c'est le choix qu'a fait ce groupe-là. Et donc, ils ont choisi notre solution de dématérialisation, d'abord Build and Pay et signature électronique, et puis toute la partie qui accompagne les demandes RH et les processus RH. Ils en ont eu un retour pratiquement au bout de 3-4 mois en termes de ROI parce que dans leur activité, les gens se déplaçaient, les navigants se déplaçaient pour aller signer un avenant à un contrat de travail. C'était assez compliqué, les échanges par mail ne marchaient pas forcément. Donc, il y avait beaucoup de déplacements sur les sites pour signer des documents. Et bien, du jour où ils ont déployé ça avec la signature électronique, il n'y avait plus de déplacement. Et donc, il n'y avait plus de perte de temps, une augmentation réelle de la satisfaction collaborateur. Et puis, une entreprise, une équipe RH qui était très heureuse d'avoir accompagné ce projet dans cette logique-là. Et puis des économies aussi. Ah, clairement, c'est pour ça que je dis que le ROI a été trouvé très rapidement parce que il y avait plus les frais de déplacement à financer des collaborateurs parce que c'était l'entreprise qui les prenait en charge. Et puis la suppression de papier induit de manière immédiate une économie, effectivement. Il n'y avait plus de stockage à avoir et on était bien dans une entreprise qui est assez jeune quand même, Transavia, par rapport à des groupes, donc qui n'a pas encore des tonnes et des tonnes d'archives stockées, mais de démarrer une entité dans un monde complètement numérique. Et ça faisait partie aussi du deal dans le projet que nous avons mis en œuvre. Je vous ai mis une illustration de ce que peut être la vision pour le DRH et pour les équipes RH dans l'ensemble de cette salle de pilotage qu'apporte en immédiat une innovation comme ce case management et cette gestion électronique des demandes RH. En une photo sur un écran, on a en bas, vous voyez les mots et les questions qui reviennent le plus avec ce nuage de mots. C'est intéressant de voir ces besoins qui sont couverts
et qui était traité avant souvent par téléphone ou par échange de mail. C'est aussi le nombre de demandes qui sont publiées sur une période. Alors, on peut avoir une photo sur les 30 derniers jours, les 90 derniers jours, l'année, etc. On peut faire une photo à différents moments. Et ça, par un simple changement sur la périodicité. On a aussi toutes les demandes qui sont publiées, qui n'ont pas eu de réponse, et à gauche, le nombre d'articles qui sont publiés et utilisés dans chacune des catégories par l'entreprise. Et puis, effectivement, sur les 12 derniers mois, l'utilisation, l'usage qu'ont les collaborateurs du système. Et ça permet aussi de mesurer dans les périodes de fort recrutement s'il y a une surconsommation à des périodes données de l'année, peut-être au moment du versement de la participation, s'il y a une surdemande et de questions autour de cette participation. Et toutes ces questions-là, elles sont automatisées. Et puis, on fait l'usage quand il y a des questions qui sont posées et qui n'ont pas de réponse. Eh bien, le système envoie des pushs aux équipes paye pour qu'il y ait amélioration du système en lui-même. Et je vais laisser peut-être mon ami Sylvain prendre le relais sur la dernière innovation qu'on a poussée pour répondre simplement aux questions qui comptent. Merci Jérôme, merci. Donc moi, je vais vous présenter aujourd'hui une solution disruptive qui va révolutionner, on le pense fortement chez Cegid, la façon dont les DRH vont pouvoir explorer les données RH dans les solutions Cegid. Alors, cette solution, c'est Cegid HR Insight. C'est la première solution d'analyse guidée qui est dédiée à la RH. Alors, je vais vous demander aujourd'hui un petit exercice, c'est d'oublier toute la BI classique avec les tableaux de bord, ses KPI, ses indicateurs, pour vous projeter complètement en fait, dans cette nouvelle façon d'explorer les données RH. Alors, effectivement, si on fait un petit historique de la BI, sous l'impulsion de la finance dans les années 90, on a eu des bibliothèques d'État pour le reporting financier, en fait, où il y a eu des offres en fait, qui sont nées au travers de Crystal Report, par exemple, que peut-être certains d'entre vous ont connu. Et puis, dans les années 2000, on a eu une petite révolution ce qui est apparue sous l'impulsion des utilisateurs toujours plus exigeants en fait, dans la finance. On a vu naître en fait, des self-service analytiques comme Tableau, avec ces cubes qui commençaient à faciliter finalement l'analyse multidimensionnelle et leur interprétation visuelle. Et toujours sous la même impulsion en fait, que ces utilisateurs de la finance, en fait, on a vu l'analyse d'idées qui est apparue en fait en 2016. Et c'est vraiment la dernière génération finalement d'outils analytiques qui guident les décideurs en fait dans l'exploration et dans l'interprétation prédictive des données, avec des scénarios en fait d'analyse intelligente. Donc nous chez Cegid, alors bien sûr on sait pas, on sait faire beaucoup de choses, mais on ne sait pas improviser spécialiste de l'analyse guidée. C'est pour cette raison finalement qu'on a fait appel en fait à une société leader qui a été créée en fait par l'ex-CIO de Business Object et l'ex-CTO de Crystal, et on a créé avec eux une communauté d'expertise autour des RH, et on a signé un partenariat exclusif pour développer en fait l'outil que je vais vous présenter, Cegid HR Insight. Alors, juste pour resituer finalement ce partenaire qui s'appelle Visier, il y a 10 ans, en fait, dès le démarrage de la société, ils n'ont pas cherché à recycler finalement une solution d'analytique guidée de la finance. Ils ont réfléchi en fait métier RH, et donc ils ont construit en fait la première solution d'analytique guidée dédiée uniquement à l'analyse des données RH. Et ils sont devenus assez naturellement, en fait, le leader nord-américain de l'analytique guidée pour les RH au Canada. Et donc, avec eux, on s'est penché sur le sujet, on s'est dit, tiens, c'est une innovation assez intéressante, en fait, finalement, et on va essayer, en fait, de l'amener sur le marché français. Donc, on a créé Cegid HR Insight, et qui va proposer, en fait, à nos clients une offre complète d'analytique guidée qui va pouvoir se plugger à la fois sur les outils de paie et à la fois sur les outils RH. Alors, pourquoi Cegid HR Insight? En fait, finalement, quand on revient sur ce slide-là,
les études des cabinets RH montrent finalement que les DRH sont près de 80% à trouver qu'ils n'arrivent pas du tout à exploiter correctement en fait leur data. Alors, les outils actuels, c'est vrai, ils répondent bien aux exigences légales, comment faire une BDES, répondre à mon bilan social, mais ça ne permet pas finalement de donner une bonne vision de la situation RH de l'entreprise pour prendre des bonnes décisions. Et nous, c'est ce qu'on a voulu faire en fait. On a voulu en fait que les DRH disposent des données et qu'ils puissent les connecter entre elles pour mieux comprendre en fait les impacts pour l'entreprise. Donc, pourquoi on a pensé à ça? C'est parce qu'on a échangé avec nos clients et finalement, ils nous disaient toujours en fait, ça prend trop de temps pour avoir en fait finalement les bonnes données en main. Souvent, la demande qu'on nous pose, elle est trop complexe à réaliser. On ne peut pas répondre dans l'immédiat. Et nous, on aimerait pouvoir répondre dans l'immédiat. Et puis, finalement, les décisions souvent de l'entreprise, elles se prennent sans nous les DRH, et surtout sans nos inputs. Donc, on est un peu démunis et on aimerait avoir des outils qui nous permettent de répondre vite, d'explorer vite et de répondre vite. La deuxième raison aussi, c'est que finalement, même dans les outils aujourd'hui actuels, ils ont le sentiment que les données ne sont pas toujours fiables. Elles sont changeantes, on n'a pas toujours les mêmes, il y a une défiance vis-à-vis des chiffres. Donc, c'était un des points aussi, comment on met à disposition de la data, en fait, fiable. Et puis, le troisième point, c'était trop compliqué. En fait, nous, en tant que DRH, finalement, on n'a pas un outil à disposition. On est toujours obligé de demander à un consultant, à un data analyst, de nous sortir ces indicateurs qu'on va pouvoir peut-être derrière interpréter avec une difficulté de croiser ces indicateurs. Enfin, c'est trop complexe, on manque d'autonomie. On aimerait avoir un outil, finalement, qui nous donne de l'autonomie. Donc, ça, c'est ce qu'on va proposer en fait à travers Cegid HR Insight. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'un certain nombre de questions, finalement, on sait déjà y répondre. C'est-à-dire quel est l'impact de mon absentéisme? Ça, on le sait faire. Mais quel est l'impact de mon absentéisme sur la masse salariale? Et en croisant en fait ces données, on va réussir à faire des choses un peu plus compliquées. Et c'est ça tout l'intérêt, tout l'avantage en fait de Cegid HR Insight. C'est ce que je vais vous montrer par la suite. Et finalement, comment en fait Cegid HR Insight réalise cette prouesse? En fait, c'est qu'on va mettre entre les mains des DRH demain un outil qui va être simple mais puissant parce qu'il va permettre de répondre simplement en fait à des questions complexes en fait que se posent les DRH. Il va être pratique parce que c'est un outil en fait qu'on a développé finalement avec notre partenaire Visier et on l'a préchargé avec des centaines de questions. Alors dès le premier jour finalement, les DRH de Cegid vont disposer en fait de résultats de travaux menés avec plus de 5000 directions RH que Visier a mené qu'on répond à beaucoup de questions déjà à travers ces préchargements d'analyse. Et puis, il est prêt à l'emploi, parce que c'est encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, on en a parlé. Aujourd'hui, les projets en fait sont minimisés. Et ça, c'est typiquement un outil sur lequel les projets, il n'y a pas de projet compliqué et on peut mettre très rapidement en œuvre en fait cet outil. Et donc, les DRH vont devenir 100% autonomes. Ils vont plus avoir besoin de consultants et ils vont pouvoir en fait analyser leur data RH et croiser les données entre elles pour répondre finalement à énormément de questions que se pose en fait la direction des entreprises. Donc, pour comprendre pourquoi on peut faire cette promesse en fait au DRH de Cegid, je vous propose d'explorer ensemble un cas d'usage à travers une petite vidéo. Bienvenue dans Cegid HR Insight. Pour les minutes qui vont suivre, je vais vous demander de vous mettre dans la peau du DRH d'une société qui s'appelle Bluesphere, une entreprise industrielle dans le secteur de la fabrication. Vous êtes en comité de direction, votre DG vous interpelle sur la raison précise qui a fait autant augmenter la masse salariale au cours des derniers mois. Sans Cegid HR Insight, vous n'avez pas d'autre solution que de proposer de revenir avec les réponses précises lors du prochain comité de direction ou au mieux quelques jours après pour étayer cette analyse. Avec Cegid HR Insight, le scénario est très différent.
vous proposer de prendre quelques minutes en direct pour analyser cette question avec l'audience. La première question à laquelle vous allez essayer de répondre, c'est pourquoi la masse salariale a-t-elle augmenté autant au cours des derniers mois? Donc, depuis la page d'accueil, vous pouvez chercher par mots-clés des métriques ou des analyses que vous avez déjà réalisées sur la thématique en question. Vous décidez donc de rechercher une métrique sur le coût total des effectifs réels. Vous sélectionnez et vous obtenez déjà un premier visuel par défaut, organisé par service. Et ce qui vous intéresse, c'est l'évolution de cet indicateur par rapport à l'année dernière. Donc pour faire ça, vous allez choisir en fait la période sur l'année en cours et sélectionner automatiquement. Et vous allez cliquer sur l'évolution d'une année sur l'autre. Déjà, en 2 clics, vous obtenez la première réponse à la question de votre DG. Vous pouvez confirmer que l'évolution prise et que la masse salariale est la quantifiée. Donc là, vous pouvez identifier finalement que le service opération est en grande partie responsable de cette augmentation. Ce que je vous propose, c'est de capturer en fait cette première réponse pour que nous puissions nous en servir en fait par la suite. Ensuite, maintenant, l'idée, c'est de comprendre sur quoi porte cette évolution d'augmentation. Et pour ce faire, vous décidez de regarder cette évolution par type de coût. Maintenant, vous pouvez explorer les raisons plus précises de cette augmentation sur la main-d'œuvre en faisant une exploration plus poussée et en double-cliquant en fait sur cet indicateur. Rémunération directe. Et finalement, en quelques clics encore une fois, vous constatez que le premier responsable de cette augmentation est essentiellement l'augmentation de la rémunération de base. Vous capturez cette exploration. Par contre, en même temps, vous êtes interpellé par le fait que la rémunération supplémentaire a aussi augmenté. Vous allez voir en double-cliquant et vous vous apercevez que cette rémunération supplémentaire est due en fait à une augmentation des heures supplémentaires qui est non négligeable. Vous capturez aussi cette exploration pour vous en resservir plus tard. À cette étape, nous avons répondu à notre DG à la question « L'augmentation de la masse salariale est due en grande partie à l'augmentation du salaire direct sur le service opération ». Alors maintenant, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est quelle est la raison exacte de cette augmentation de la rémunération directe du service opération? Donc votre objectif maintenant est de comparer cette augmentation de salaire des opérations avec l'augmentation des ETP dans le service. Alors, vous revenez sur une vue tendance. Et on va retirer la notion de coût. Et on va se remettre sur une notion de mois sur les 24 derniers mois. Donc maintenant, l'idée, c'est qu'on va comparer cette courbe de coût total des effectifs réels qu'on voit monter progressivement par rapport en fait aux métriques des ETP. Pour comparer, rien de plus simple. On va cliquer sur Comparer à, on va cliquer sur Métrique, on va taper ETP
et on va aller chercher les équivalents temps plein. En quelques clics, j'ai la possibilité de comparer en ligne mes deux indicateurs. Alors, même si on peut déjà en fait pressentir que l'augmentation de la masse salariale est due essentiellement à l'évolution des ETP qui suit la même tendance, on va quand même décider de vérifier ensemble si la rémunération totale réelle par ETP n'a pas été non plus impactée. Et donc, on va se permettre de rajouter une autre métrique sur la rémunération totale réelle des ETP. Cette comparaison va nous permettre d'acter définitivement que la masse salariale a fortement augmenté suite à l'augmentation importante des ETP dans le service opération. En fait, c'est vrai qu'on voit que finalement, la rémunération directe par ETP est restée constante en bas. Par contre, nos effectifs ont bien augmenté et donc, cette augmentation est due aux effectifs qui augmentent. On va capturer aussi cet indicateur. Et à ce moment-là, vous pouvez vous retourner en fait vers votre DG en séance, en quelques minutes, et lui dire que l'évolution de la masse salariale est essentiellement due à l'augmentation des effectifs, comme il a pu le constater avec vous sur CJ HR Insight. Maintenant, en revenant sur les équivalents temps plein, donc je vais revenir sur ma tendance. Je vais rechoisir mes équivalents temps plein. On peut vraiment observer l'inflation de ce service, très clairement. Et voir l'évolution en fait progressive de ces effectifs. On peut aussi quantifier en fait l'évolution pleinement. On va maintenant en fait on va capturer aussi cette information, ça peut être intéressant, et on va essayer de regarder l'évolution par rapport à l'année précédente. Une fois encore, on voit que c'est le service opération finalement qui a eu le plus d'inflation sur les ETP. Donc, on va filtrer sur ce service. En allant voir le référentiel d'organisation, excusez-moi, et en choisissant tout simplement opération. Donc, je peux quantifier de façon très précise, en fait, mon inflation. On va, encore une fois, capturer pour voir ce qu'on peut en faire par la suite. La troisième question qui nous est restée en tête et puis à laquelle on souhaite répondre quand même, c'est où dépense-t-on le plus d'heures supplémentaires? On a vu tout à l'heure que l'inflation de notre masse salariale était due aussi en petite partie en fait à ces heures supplémentaires. Pour faire ça, on va revenir en fait sur la page d'accueil de CJ HR Insight et on va rechercher en fait la rémunération totale réelle des heures supplémentaires. Pareil, on va regarder tout ça en fait sur une année et pas uniquement sur le mois d'octobre 2020. On va faire une évolution par rapport à l'année précédente, tout simplement. Grâce à cette exploration, finalement, on voit encore une fois que c'est dans le service opération qu'on a consommé le plus d'heures supplémentaires et où l'inflation a été la plus importante. Ici, on voit 4 millions de dollars. Malgré en fait des effectifs finalement en hausse, on continue finalement à utiliser des heures supplémentaires. Ce qui nous intéresse, on va aussi capturer en fait cette petite exploration. On va essayer de savoir pourquoi, quelle est la véritable raison de l'utilisation de ces heures supplémentaires.
Alors, pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer ces heures supplémentaires aux heures d'absence, parce qu'on peut imaginer qu'il y a de grandes chances que ça soit corrélé. Donc, encore une fois, on va demander tout simplement à CJDHR Insight d'afficher les heures supplémentaires enregistrées. Voilà. On va plutôt jouer une tendance, parce que ce qui nous intéresse, c'est de voir cette tendance. Voilà. On va focuser, parce que ce qui nous intéresse, on a vu, hein, c'est les opérations. Donc, on va focuser sur les opérations. Toujours de la même manière, avec le référentiel des organisations, qui sera le vôtre demain. Et on voit bien, en fait, finalement, que mois par mois, les heures supplémentaires augmentent de façon importante. Et on va comparer ça de façon très simple avec le métrique des heures d'absence. Encore une fois, on va lui demander de mettre ces deux explorations en ligne. Et à ce moment-là, on va pouvoir capturer finalement ça. À la vue de cette comparaison, c'est vrai qu'on peut conclure finalement que les heures supplémentaires sont probablement corrélées aux heures d'absence, à l'inflation en fait des heures d'absence. Mais à ce moment-là, en fait, votre DG, il vous interpelle et il vous demande si le turnover dans ce service ne serait pas responsable aussi. On va aller vérifier en fait cette hypothèse très très rapidement en fait en interrogeant la synthèse des mouvements. On va sur synthèse des mouvements et on va regarder sur l'année, encore une fois, sur l'année 2020, les mouvements que nous avons eus finalement dans l'entreprise. Je vais ajouter un filtre parce que nous, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est notre service opération, vous l'avez compris. Et oui, il avait raison, en fait. Ça explique bien, en partie, très certainement avec les absences, l'utilisation en fait des heures supplémentaires qu'on a vues précédemment. Donc, comme vous l'avez vu, finalement, en quelques clics, en séance, vous avez pu répondre en fait au questionnement de votre DG. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que on a capturé un certain nombre de choses qui vont nous permettre de faire une analyse qui sera en fait fort utile pour vous pour aller voir finalement le responsable du service opération avec des éléments factuels pour lui poser ces questions et valider la première analyse que vous en avez fait. Alors, comment ça marche cette analyse? Il y a juste besoin de créer une nouvelle analyse, de mettre un titre, analyse post-codir du 30/04/2021. En gros, ça porte sur une analyse de la masse salariale ou de l'augmentation de la masse salariale, on pourrait mettre. Et vous pouvez ici retrouver complètement les graphiques que vous avez en fait mis de côté à travers les captures de votre exploration. Donc, bien sûr, ils ont été entassés les uns par-dessus les autres. Donc, on retrouve les premiers qu'on a capturés, je dirais, dans un premier temps en bas. Donc là, par exemple, ici, si je le prends, il va venir le placer en fait dans mon analyse et je vais pouvoir ajouter du texte très facilement, aussi simplement que ça, et terminer mon analyse. Donc moi, ce que je vais faire pour gagner du temps, je vais revenir sur l'analyse que j'avais préparée. Donc finalement, vous avez en fait ce document sous la main que vous allez pouvoir projeter, que vous allez pouvoir télécharger complètement au format PDF ou en PowerPoint pour pouvoir en discuter avec le service opération. Voilà. En quelques clics, vous avez vu toute la puissance en fait de l'outil
Cegid HR Insight. Un outil qui est fait pour les DRH, qui leur permet en fait d'avoir une grande autonomie. Vous avez vu la facilité, je pense que vous avez pu voir en tout cas dans la première partie, la facilité d'utilisation pour explorer les datas. On est vraiment sur une solution, on l'a dit, il n'y a pas besoin de beaucoup de formation. Alors, il faut quand même découvrir un peu l'application, mais c'est une application qui est vraiment accessible à tout le monde. Et en particulier, l'idée, c'est de mettre entre les mains des DRH pour explorer les données de façon très simple. Et de pouvoir faire en fait des PDF, des PowerPoint, des analyses en fait qui vont pouvoir réutiliser finalement par la suite à chaque moment. Ça marche. Bon, pour conclure peut-être cette présentation sur l'innovation, juste expliquer pour ceux qui nous connaissent mal ou ne nous connaissent pas, ou nous connaissent mais peut-être pas avec toutes ces transformations des dernières années. Donc, Cegid aujourd'hui, c'est un créateur de solutions de gestion dans le cloud, tout domaine confondu, puisqu'on fait des solutions pour les experts comptables, on fait des solutions dans le retail, dans le monde entier, on fait des solutions de gestion de taxes et de finances, des ERP, et donc on adresse toutes les typologies d'entreprises. On a 350 000 clients dans le monde. S'il y a une information importante, c'est que on a sur la BU-HM une envie de devenir le leader européen de la gestion de la paie et du talent. On a eu des croissances externes qui nous ont structurés dans le modèle, puisqu'on était un acteur de Focus et Paye jusqu'à 2015. On a racheté Technomédia en 2015, qui est un acteur canadien et qui nous a fait rentrer dans le monde des talents. En 2019, on a racheté Metacat pour se positionner sur les grandes entreprises et avec des solutions de paye et de gestion de talent en France, en Espagne et en Amérique du Sud. Et puis donc, cette acquisition de Talentsoft qui est en cours, puisqu'on attend la validation de la DGCCRF pour acter cette acquisition, et bien Talentsoft est présent sur des pays où nous ne sommes pas présents, en Europe, Allemagne et Europe du Nord. UK également. Et donc, notre volonté sur ces prochaines années, c'est de pouvoir offrir des solutions, quelle que soit la typologie d'entreprise et quel que soit son pays de localisation et quelle que soit sa volonté d'extension à l'international. Voilà. Et pour conclure, juste aujourd'hui, si on fait un focus paye, on a 6 000 entreprises dans le monde qui gèrent leur paye avec une solution Cegid. 20% des DSN en France sont produites avec une solution Cegid. On produit 7 millions de bulletins de paye. Et donc, on sait aujourd'hui faire la paye dans différents pays. Voilà pour conclure. Et il nous reste 1 minute. Je laisse la parole à Christophe. Bah, écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on fera peut-être un petit montage dans le replay pour remettre la vidéo de démonstration plus proprement. Ça, vous pourrez retrouver ça sur MyRHline. Et bah, je vous remercie Sylvain et Jérôme pour cette intervention et puis je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi. Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir à tous.